Il y a des managers qui devraient porter un écriteau sur le front. Attention, personnage toxique. Et le problème, c'est qu'ils ne se promènent pas avec une étiquette. Ils sourient, ils serrent des mains, ils organisent des réunions où ils vous regardent droit dans les yeux en vous disant qu'ils sont là pour vous soutenir. Et puis un jour, sans prévenir, ils vous convoquent dans un bureau pour vous accuser de vol. Vol d'électricité. Oui, vous avez bien entendu. De l'électricité. C'est l'histoire de Jean, un agent de sécurité à Lyon, et d'un manager qui a vraiment, mais alors vraiment, choisi la mauvaise personne pour essayer de faire le malin. Installez-vous confortablement, parce que celle-ci, elle est belle. Jean travaillait de nuit dans un grand immeuble de bureaux à la Part-Dieu, le quartier d'affaires de Lyon. Un de ces buildings en verre et en acier qui brillent le jour mais qui, la nuit, ressemblent à des tombeaux géants. Son horaire, c'était 23 h à 7 h du matin. Pendant que toute la ville dormait, lui, il était le gardien silencieux d'un royaume de 10 étages complètement vide. Officiellement, il avait des tâches précises, faire des rondes, vérifier que tous les badges étaient bien rendus, surveiller les écrans de contrôle, répondre aux appels d'urgence. En réalité, une fois que le bâtiment était bouclé, une fois que les dernières lumières des bureaux s'étaient éteintes, il avait environ 6 heures devant lui. 6 heures à ne rien faire. 6 heures à attendre que le soleil se lève. 6 heures, c'est long. C'est 6 épisodes d'une série. C'est 3 films. C'est une nuit blanche à regarder le plafond. La plupart de ses collègues, dans les autres sites, remplissaient ce temps comme ils pouvaient. Il y en avait qui regardaient la télévision sur des petites portables. D'autres qui jouaient aux jeux sur leur téléphone. Certains, les plus studieux, préparaient des concours ou lisaient des romans de gare. Il y en avait même qui faisaient des mots croisés, tranquillement, avec leur stylo et le reste de café froid. Personne ne trouvait à redire. Le travail était fait, les rondes étaient rassurées, les alarmes étaient surveillées. Le reste, c'était du temps personnel, du temps à occuper pour ne pas devenir fou. Jean, lui, avait un plan. Il n'avait pas accepté ce boulot payé au SMIC par hasard. Il l'avait choisi. Choisi parce qu'il savait exactement ce qu'il attendait. Il avait besoin de temps. Du temps pour écrire. Pas des petits trucs, pas des notes sur son téléphone. Un roman. Un vrai. Avec une intrigue, des personnages, des chapitres, une fin. Il avait ça dans la tête depuis des années, mais entre le métro, le boulot, le dodo, il n'avait jamais réussi à poser les mots. Alors il avait cherché un job où le temps serait son allié, pas son ennemi. La sécurité de nuit, c'était parfait. Chaque soir, il installait son petit campement à son poste. Il sortait son iPad, son clavier boum, et il se mettait au travail. Ses doigts couraient sur les touches, les phrases s'alignaient, les chapitres s'accumulaient. Parfois, il était tellement absorbé qu'il en oubliait de faire sa ronde. Mais il ne l'oubliait jamais vraiment, il avait des alarmes, des rappels. Le travail était fait, bien fait. Il est trochable et pour que son matériel tienne, il branchait ses chargeurs sur les prises électriques de son bureau. Rien que de très normal. Les mêmes prises que ses collègues utilisaient pour leur téléphone. Les mêmes que les femmes de ménage pour leur aspirateur. Les mêmes que les livreurs pour leur scanner. Des prises qui tournaient toute la nuit, de toute façon. Alors une petite iPad de plus ou de moins, mais il y avait un os. Un os appelé Marc. Marc était le responsable sécurité du secteur. Un type d'une quarantaine d'années, pas méchant au premier abord, mais avec ce petit quelque chose dans le regard qui donne envie de vérifier ses poches après lui avoir serré la main. Il avait la moustache soigneusement taillée, le costume un peu trop serré aux entournures, et cette façon de se tenir droit comme s'il attendait qu'on le prenne en photo à tout moment. Il avait épousé la fille du patron, ce qui lui donnait un sentiment d'impunité assez développé. Dans les couloirs, on disait de lui qu'il était monté en grade plus par alliance que par compétence. Et pour une raison que personne n'a jamais vraiment comprise, Marc n'aimait pas Jean. Peut-être que Jean était trop calme. Peut-être qu'il en faisait trop bien. Peut-être que Marc sentait que Jean ne le respectait pas vraiment, pas comme il fallait. Peut-être qu'il avait juste besoin d'une tête de Turc pour justifier son salaire et montrer à son beau-père qu'il faisait du bon travail. Toujours est-il que Marc voulait le virer. Pas le déplacer, pas lui faire une remarque. Le virer, le sortir, l'effacer. Mais Jean était irréprochable. Ses rondes étaient faites à la minute près. Il n'avait jamais manqué un appel. Il n'avait jamais été surpris en train de dormir, ce qui était le cauchemar de tout agent de nuit. Ses rapports étaient clairs, précis, bien rédigés. Et quelquefois où une alarme avait sonné, il avait été sur place en moins de 3 minutes. Bref, il était le genre d'employé qu'on garde pas qu'on vire. Alors Marc devait trouver autre chose. Un truc, n'importe quoi,
Un matin, Jean reçoit une convocation. Pas un simple mail, pas un mot glissé sous la porte. Une vraie convocation officielle, sur papier à en-tête, avec un numéro de référence et une date butoir. Il doit se présenter au siège, à Villeurbanne, pour une réunion. Curieux, un peu inquiet, il y va. Il enfile son jean propre, sa chemise repassée, et il prend le tram. Dans la salle de réunion, au 8e étage d'un immeuble moderne avec vue sur le périphérique, il trouve Marc, installé en bout de table comme un PDG du CAC 40. À côté de lui, une jeune femme, une stagiaire des ressources humaines, fraîchement débarquée de son école de commerce, avec son tailleur trop strict et ses talons qui claquent sur le parquet. Elle a dû avoir 22 ans, peut-être 23. Elle passe la moitié de la réunion à sourire bêtement à Marc, à opiner du chef à chacune de ses phrases, à croiser et décroiser ses jambes d'un air entendu. Marc, lui, bombe le torse. Il est chez lui, ici. La stagiaire ouvre la bouche. Sa voix est un peu trop aiguë, un peu trop officielle, comme si elle récitait une leçon apprise la veille. « Monsieur Jean, vous êtes convoqué pour une accusation de vol. » Jean ne réagit pas. Il garde son visage impassible, son regard posé sur elle. Il attend la suite. Il sait que dans ce genre de situation, le piège, c'est de s'énerver trop vite. La stagiaire continue, lisant visiblement une note préparée à l'avance sur ses genoux. Vous êtes accusé de vol d'électricité. Vous avez branché vos appareils électroniques personnels sur les prises de l'entreprise. Cela constitue un vol, passible de sanctions disciplinaires. Silence. Marc affiche un sourire satisfait, celui du chat qui vient de coincer la souris. Il se renfonce dans son fauteuil, croise les bras, attend. Il attend l'explosion. Il attend que Jean devienne rouge, qu'il bafouille, qu'il crie à l'injustice. Parce que c'est ça, le vrai but. Pas l'électricité, la provocation. Le faire sortir de ses gonds pour pouvoir le virer pour insubordination. Classique, efficace. Jean regarde Marc. Il regarde la stagiaire. Il repose ses mains sur la table, bien à plat, paume vers le bas. Il inspire doucement, et il dit quelque chose que personne n'avait prévu. Si vous voulez m'accuser, il faut le faire correctement. Marc cligne des yeux, surpris. La stagiaire arrête de sourire. Jean continue, à voix calme, posée, presque pédagogique. Je n'ai pas commis un vol. J'ai commis un détournement de fonds. L'électricité que j'utilise fait partie de mon poste de sécurité. Elle est sous ma supervision, dans l'espace qui m'est attribué. C'est donc un détournement de biens appartenant à l'entreprise, ce qui est juridiquement beaucoup plus grave qu'un simple vol. C'est un crime financier, passible de poursuites pénales, avec convocation du conseil de discipline et représentation syndicale. Il marque une pause. Personne ne dit rien. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous me renvoyez chez moi immédiatement. Vous convoquez le conseil de discipline pour demain. Je viendrai avec mon représentant syndical et on va traiter cette affaire comme elle le mérite, avec tout le sérieux qu'elle requiert. Je veux que ce soit inscrit dans mon dossier, je veux que ce soit notifié à la direction, je veux que ce soit fait dans les règles. Le silence qui suit est tellement épais qu'on pourrait le couper au couteau. La stagiaire a les yeux grands ouverts comme des soucoupes. Elle regarde Marc, paniqué. Marc a perdu son sourire. Il est devenu blême. Son cerveau tourne à plein régime, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Parce que, évidemment, si Jean est coupable de détournement de fonds, alors tous ses collègues le sont aussi. Tous ceux qui chargent leur téléphone sur les prises de l'entreprise. Tous ceux qui ont une bouilloire électrique dans leur bureau pour faire du thé. Tous ceux qui allument un radiateur d'appoint l'hiver parce que le chauffage central est mal réglé. Tous ceux qui, depuis des années, utilisent l'électricité de la boîte pour des raisons personnelles. Et Marc ne peut pas virer tout le monde. Encore moins convoquer un conseil de discipline pour 300 employés. La réunion s'est terminée en eau de boudin. Marc a bredouillé quelque chose à propos d'une erreur, d'un malentendu, d'une mauvaise interprétation. La stagiaire a rougi jusqu'aux oreilles, a rangé ses papiers en vitesse et a filé sans demander son reste. Jean est reparti à son poste, sans une ride, sans une émotion, sans même un regard en arrière. Il pensait que l'affaire était close. Il pensait que Marc avait compris la leçon. Mais Marc n'avait pas digéré sa défaite. Marc était de ces gens qui n'acceptent pas de perdre, surtout pas face à un simple agent de sécurité. Alors il a ruminé, il a cherché, et il a trouvé une nouvelle idée. Le lendemain, Jean arrive au travail et découvre une affiche. Une grande affiche,
imprimé sur du papier blanc épais, plastifié pour faire officiel, scotché bien en évidence sur la porte du local sécurité. En gros caractères gras, on peut lire « Il est formellement interdit de charger des appareils électroniques personnels sur les prises de l'entreprise. » Signé la direction. Jean lit l'affiche. Il la relit une deuxième fois. Il regarde autour de lui, comme pour chercher un complice. Puis il sourit. Pas un sourire méchant, pas un sourire victorieux. Juste un petit sourire tranquille, celui de quelqu'un qui sait qu'il a encore une carte dans sa manche. Il ouvre son sac et il en sort quelque chose que personne n'avait vu depuis des décennies. Une machine à écrire. Pas une petite machine électronique, non. Une vraie. Une Olympia en métal peint, lourde comme un souvenir d'école communale, avec des touches rondes en plastique dur qui claquent comme des castagnettes quand on tape. Il l'installe sur son bureau, bien au centre, bien en évidence. Il insère une feuille de papier blanc, ajuste les marges et commence à taper. Tac, 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 tac. Les lettres s'impriment sur le papier avec ce bruit sec et satisfaisant qu'aucun clavier moderne ne pourra jamais reproduire. Pas besoin d'électricité pour ça. Juste de la force du poignet. Bien sûr, il a toujours son téléphone. Un vieux Nokia 3310, le modèle increvable, celui qu'on peut jeter contre un mur sans l'abîmer. Il tient une semaine sans charge. Pas besoin de le brancher. Ses collègues, en revanche ses collègues, ont des smartphones. Des iPhone dernier cri, des Samsung Galaxy, des Xiaomi avec des batteries qui tiennent à peine une journée. Eux, ils rechargent au boulot. Eux, ils ont besoin de ces prises. Eux, ils comptent sur ces prises pour ne pas se retrouver avec un téléphone mort à la sortie du métro. Quand ils voient l'affiche, ils ne sont pas contents. Pas contents du tout. Ils râlent dans les couloirs, ils ronchonnent dans les vestiaires, ils pestent devant les casiers. Pourquoi cette règle débile? Depuis quand on ne peut pas charger son téléphone? C'est quoi cette boîte de merde? Les questions fusent. Les réponses, non. La rumeur enfle. Les gardiens des autres sites, ceux des immeubles de Villeurbanne, ceux de la presqu'île, ceux de Confluence, entendent parler de l'histoire. Les groupes WhatsApp s'emballent. Les discussions de vestiaire s'enflamment. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit de charger leur téléphone? C'est quoi ce règlement à la con qui sort de nulle part? Les syndicats s'en mêlent. Forcément. Les délégués du personnel, qui n'avaient pas grand-chose à faire jusque-là, voilà une occasion en or de montrer qu'ils servent à quelque chose. Ils posent des questions en réunion. Ils écrivent des mails. Ils demandent des explications écrites. La direction commence à recevoir des plaintes. Pas une, pas deux, des dizaines. De tous les sites, de tous les services, de tous les coins de l'agglomération. Marc est convoqué, pas par son beau-père, par les RH. Les vrais RH, celles avec de l'expérience, celles qui connaissent le droit du travail sur le bout des doigts. Il doit s'expliquer. Expliquer pourquoi il interdit une pratique qui existe depuis toujours. Expliquer pourquoi il a créé un problème là où il n'y en avait pas. Expliquer pourquoi il a visé spécifiquement un employé. Expliquer pourquoi il a pris une décision unilatérale sans consulter personne. Les questions s'enchaînent. Marc bredouille. Marc sue. Marc se rend compte, petit à petit, que sa belle famille ne pourra pas le protéger éternellement. En une semaine, les affiches disparaissent. Arrachées, décollées, retirées. La consigne est oubliée comme si elle n'avait jamais existé. Les gardiens retrouvent le droit de charger leur téléphone. Les prises se remettent à fonctionner. La vie reprend son cours normal. Et Jean ressort son iPad et son clavier Bluetooth et il continue d'écrire son roman. Tranquillement. Avec une petite satisfaction intérieure qui n'a pas de prix. Il tape, il écrit, il avance. Chapitre après chapitre, page après page. Marc, lui, a appris une leçon. Une leçon simple. On ne provoque pas quelqu'un qui connaît le règlement mieux que vous. On ne cherche pas des noises à quelqu'un qui a réponse à tout. Et surtout, on ne sous-estime jamais le pouvoir d'une vieille machine à écrire, d'un syndicaliste bien informé et d'une centaine de collègues qui n'aiment pas qu'on touche à leur prise de recharge. Vous avez déjà eu un manager comme Marc, un type qui invente des règles absurdes juste pour embêter quelqu'un, un chef qui confond autorité et tyrannie. Racontez-moi en commentaire. Je suis sûre que vous avez des histoires encore plus folles, encore plus absurdes. Et Jean, lui, il écrit toujours son roman, quelque part, dans une petite salle de sécurité au cœur de la nuit lyonnaise.